CLA Shooting Break. L'instinct précurseur. Let Fusion Power, Gillette's most comfortable shave. Ma peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps satinant Mixa. Advertising has us chasing cars and clothes. Working jobs we hate so we can buy shit we don't need. Salut à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Borders. Cette fois-ci, je vous propose de prendre une petite respiration en sortant de notre cadre habituel pour s'attacher à analyser dans le détail un film qui aura profondément marqué toute une génération de spectateurs, nés grosso modo de la fin des années 80 au milieu des années 90. Un film qui n'a fait consensus nulle part, que ce soit dans les médias généralistes, spécialisés, chez les cinéphiles avertis ou encore chez les spectateurs occasionnels. Je fais ici bien entendu référence à Fight Club, réalisé par David Fincher et sorti en salle en 1999. Alors là, attention, sujet brûlant. Quand on évoque Fight Club autour d'une table, vous trouverez généralement des fans entièrement conquis par le long métrage, et d'autres qui ne lui trouvent absolument aucune qualité et vont même jusqu'à lui nier son statut de film culte. Parce que culte, qu'on le veuille ou non, Fight Club l'est rapidement devenu au début de la décennie 2000. Pourtant, tout avait plutôt mal commencé pour le film, qui avait réalisé des scores pas franchement enthousiasmants sur le territoire américain. Doté d'un budget de 63 millions de dollars, Fight Club n'en réunit que 37 millions aux États-Unis. Le film ne parviendra à rembourser son budget seulement grâce aux recettes mondiales, qui sans être astronomiques resteront honnêtes, puisque Fight Club réunira plus de 100 millions de dollars à travers le monde. L'histoire aurait pu s'arrêter là et le film de Fincher serait resté une production anonyme au succès mesuré. Seulement voilà, le bouche à oreille commence à faire son effet un peu à retardement. La culture populaire commence à s'approprier un film qui fait directement écho aux problématiques de la fameuse génération Y, qui est née alors que le règne du marketing, de la publicité, de l'image et des écrans prend définitivement son envol. Et voilà comment un film passe en quelques années du statut de semi-échec commercial à celui d'objet culte, au moins pour une génération de spectateurs. Fight Club devient ainsi un véritable phénomène de vente sur le marché DVD. Je vous rappelle qu'on est au début des années 2000, le piratage et le streaming sont certes de plus en plus banalisés, mais restent plus marginalement utilisés qu'aujourd'hui. En 2009, selon un article du New York Times, pas moins de 6 millions de DVD de Fight Club s'étaient vendus à travers le monde. Pour un film aussi violent et aux propos aussi peu consensuels, c'est énorme. Mais je m'enflamme un peu, chers amis, et commençons véritablement notre critique par le commencement. D'abord, Fight Club, c'est quoi exactement ? Eh bien, à la base, il faut savoir que la trame du film de Fincher n'est pas issue d'un scénario original, mais d'une adaptation, car Fight Club, c'est d'abord un roman de Chuck Palahniuk publié en 1996. L'œuvre est dans la veine des romans iconoclastes et transgressifs type American Psycho par exemple, qui fut adapté au cinéma un an après Fight Club, en 2000. Mais je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le livre, une adaptation cinématographique devant selon moi être considérée comme une œuvre à part entière, indépendamment du support originel dont elle est issue. Donc, Fight Club raconte l'histoire d'un trentenaire désillusionné par la vie, sans identité précise, joué par Edward Norton. Comme tout le monde, il bosse pour payer ses chemises, ses meubles Ikea et sa connexion internet. Mais il est désespérément seul, sans amis, compagne, ni famille. Un jour, il fait la rencontre de Tyler Durden, interprété par Brad Pitt, une sorte de gourou anarchiste philosophe qui prône le retour à une société assénée des vices du monde moderne. À cet effet, le narrateur et Tyler créent le Fight Club, un club de combat clandestin où les membres retrouvent leur virilité et peuvent échanger véritablement, sans faux semblant, et qui finira par se muer en organisation anti-système dont Tyler s'imposera comme le leader incontesté. À la fin du film, le narrateur se rend compte que Tyler et lui ne sont en fait qu'une seule et même personne, et qu'il a créé ce double fantasmé pour combattre le consumérisme et la déshumanisation d'une société qu'il avait fini par haïr. Alors Fight Club, c'est un film de 2h16 d'une densité visuelle et réflexive assez rare. L'œuvre amorce un nombre important de réflexions liées à la société de consommation, la prédominance de l'image et du paraître, la pensée unique, l'amitié masculine, mais aussi les rapports hommes-femmes, l'utilisation de la violence pour modifier notre environnement, etc., etc. Afin d'essayer d'y voir plus clair, je vous propose donc de structurer notre revue du film autour de 5 axes majeurs, que j'ai appelés les 5 piliers de Fight Club, à savoir les 5 notions qu'il faut vraiment assimiler si on veut pouvoir comprendre pleinement le film. Alors la thématique la plus évidente de Fight Club, c'est bien évidemment la critique acerbe que fait le film de notre société de consommation, et plus globalement des normes comportementales et modèles qu'elle essaie de nous transmettre. À cet effet, le film choisit une narration à la première personne pour mettre l'homme moderne, le narrateur joué par Edward Norton, qui symbolise un peu Monsieur Tout-le-Monde, au centre de l'œuvre. Son malaise est censé illustrer notre malaise, son quotidien notre quotidien. Ce quotidien justement pour lui c'est métro, boulot, conso, dodo. Rien ne ressort dans sa vie, tout est plat, sans parfum, sans âme, de ses bureaux anonymes qu'il côtoie tous les jours, à son appartement, qu'il définit lui-même comme un complexe uniquement destiné à abriter les cadres supérieurs aux dents longues comme lui. Remarquez enfin que le nom du narrateur ne nous est jamais révélé, pour illustrer sa banalité. Le narrateur c'est vous, c'est moi. Ce même narrateur se présente lui-même au travers de 2 éléments, son travail et les choses qu'il possède. Le consommateur parfait en somme qui bosse dans l'optique d'acheter encore et toujours. Et puisque tout est consommable, tout est chiffrable, même la perte d'êtres humains, et ce n'est pas un hasard si notre héros a comme boulot de déterminer de combien doivent être indemnisées les familles des victimes d'accidents de la route. Seulement voilà, notre narrateur sent que quelque chose ne tourne pas rond dans sa vie, et fait la connaissance de Tyler Durden,
personnage ô combien central, puisqu'il est presque à lui tout seul porteur de la contre-idéologie présentée tout le long du film. À eux deux, ils fondent le Fight Club, et c'est là que les choses sérieuses peuvent commencer. Alors déjà, car ça a été mal compris par certains, pourquoi le Fight Club? C'est quoi? Parce que si ça se résume à un club de combat underground où des mâles hyper testostéronés se pètent la gueule, vous conviendrez que l'intérêt laisserait songeur. Non, ce qu'il faut comprendre dans le film, c'est que le Fight Club a une fonction libératrice. L'idée exposée le long de l'œuvre, c'est que la société moderne nous bride et nous bâillonne en faisant de nous des consommateurs égoïstes et foncièrement individualistes. Elle nous contraindrait au calcul perpétuel, à savoir quelle fringue porter demain pour plaire à son boss, comment avoir l'air super cool pour draguer la fille qui est à côté de soi au bureau, comment établir son statut et sa dominance sociale sur l'autre, de par sa fonction hiérarchique, mais aussi de par ses possessions, à savoir sa voiture, son appart, ses chaussures, son compte en banque et même ses fréquentations. Au Fight Club, il n'y a pas de calcul, pas de faux semblants. Les combattants ont la même apparence, torse nu et en pantalon, et s'affrontent en 1 contre 1, corps contre corps, tête contre tête. On ne pense plus à sa carrière, à son image, on vit l'instant. Il faut donc comprendre le Fight Club comme un retour à une forme d'animalité, de pureté originale, d'état naturel de l'homme. Notez aussi que le Fight Club est un melting pot de personnes extrêmement différentes, issues d'horizons sociaux divers. Il sort l'homme de sa routine et lui fait découvrir d'autres lieux, d'autres personnes. En somme, c'est une petite fenêtre ouverte sur le monde, une véritable respiration. Cette respiration, cette ouverture permettent à ses membres de se poser les bonnes questions, de voir leur monde différemment et de déchirer le voile de l'illusion dans laquelle la publicité et les médias de masse ont voulu les enfermer. Everywhere we went, we were sizing things up. I felt sorry for guys packed into gyms, trying to look like how Calvin Klein or Tommy Hilfiger said they should. That what a man looks like? Notez que ça ne veut pas dire que le Fight Club est la solution à tous les problèmes. C'est seulement un instant où l'homme se retrouve en phase avec son soi profond, mais il reste un moment fugace, éphémère, qui permet seulement de tenir le coup. Le Fight Club ne résout donc rien, il est juste salvateur pour me supporter un quotidien que ses membres vomissent. Le narrateur le dit lui-même explicitement ici. When the fight was over, nothing was solved, but nothing mattered. Cool. Afterwards, we all felt saved. Là où Fight Club est souvent mal compris par son public, c'est dans sa deuxième partie. Dans celle-ci, le Fight Club évolue pour se transformer en une organisation terroriste porteuse du projet Chaos, qui prône la fin de notre société de consommation. Pour comprendre comment le film traite de l'organisation et de son idéologie, il faut axer notre réflexion sous le prisme d'un seul personnage, Tyler Durden, joué par Brad Pitt. Ce personnage connaît deux phases dans le film. Une première où il éveille le narrateur et les autres membres du Fight Club. Dans cette partie-là, Tyler éduque, il fait prendre conscience aux autres de leurs problèmes, il fait valoir un esprit critique, des convictions anticonsuméristes extrêmement bien argumentées, et agit en créant le Fight Club avec le narrateur, une sorte d'oasis de bien-être pour ses membres aliénés par la société. Tyler est présenté comme un original, il est excentrique, résolument charismatique, mais aussi sympathique. Il partage, échange continuellement avec le narrateur, il semble ouvert au dialogue. Quand le projet Chaos est mis en route, Tyler se radicalise. De penseur anarchiste, il devient un gourou inflexible et une figure quasi prophétique pour les autres membres du Fight Club, qui obéissent aveuglément à tous ses commandements. Why wasn't I told about Project Mayhem? First rule of Project Mayhem is you do not ask questions. Et c'est là que Fight Club est souvent mal compris. Tyler veut faire émerger un nouveau modèle sociétal où le collectivisme primerait sur l'individualisme et où l'homme se rapprocherait de son état naturel qu'il décrit ici. In the world I see, you're stalking elk through the damn canyon forest, around the ruins of Rockefeller Center. You'll wear leather clothes that will last you the rest of your life. You'll climb the wrist-thick kudzu vines that wrap the Sears Tower. And when you look down, you'll see tiny figures pounding corn, laying strips of venison in the empty carpool lane of some abandoned superhighway. Mais pour y parvenir, il doit recourir à des effets qu'il avait lui-même dénoncés. L'homme n'est dès lors plus esclave de la publicité, mais d'une pensée unique émise par un seul individu, et il perd son libre arbitre en se mettant entièrement et aveuglément au service du groupe. Toute la question tourne autour de savoir si le sacrifice de sa propre identité, de ses propres convictions et ambitions, valent réellement le coup dans l'optique d'agir pour le bien commun. Tyler en est intimement convaincu, pas le narrateur, qui lui doute et nous avec lui. Donc si vous croyez que Fight Club fait la promotion de l'anarchie et d'une remise à zéro complète de notre modèle sociétal, vous avez tort. Oui, le film explicite des problèmes, des injustices que la majorité ressent, mais choisit d'ignorer par pure facilité, mais il démontre bien qu'il n'y a pas de solution connue pour les résoudre. Celle prônée par Tyler a des effets pervers majeurs que nous avons expliqués auparavant, et elle débouche d'ailleurs sur une inconnue majeure à la fin du climax du film. Bah oui, parce que Fight Club se termine sur une impasse. Tyler parvient à détruire les symboles du capitalisme financier, les banques et les sociétés de crédit, certes, mais on ne sait pas ce qu'il va advenir ensuite. Le narrateur est dans le flou, nous aussi d'ailleurs, et la destruction engrangée par Tyler ne sera pas forcément créatrice d'une société plus égalitaire et plus juste. Il a souvent été reproché à Fight Club de mettre les femmes de côté, ce qui est à première vue compréhensible puisque le Fight Club et les membres du projet Chaos sont exclusivement des hommes, les deux personnages principaux aussi. Seulement voilà, le personnage secondaire majeur est une femme, Marla Singer, interprétée par Helena Bonham Carter, une femme que le narrateur rencontre un peu par hasard et envers laquelle il développe des sentiments un peu malgré lui.
J'ai volontairement omis de parler de ce personnage auparavant pour lui consacrer une partie qui lui est spécifiquement réservée. Si Fight Club fait valoir une vision plutôt positive de l'amitié masculine, que ce soit via la relation entre le narrateur et Tyler ou entre les membres du Fight Club, il est bien plus nébuleux sur les rapports hommes-femmes. Globalement, ces derniers semblent dominés par un sentiment général d'incompréhension. Le narrateur éprouve une attirance physique et émotionnelle envers Marla, mais préfère la nier probablement parce que Marla est une marginale aussi instable psychologiquement que lui l'est, et qu'en doutant, elle le renvoie à ses propres interrogations. C'est pour ça que le narrateur préfère la laisser entre les mains de Tyler, qui lui, de toute façon, ne doute jamais. Et quand le narrateur finit par admettre son attachement envers Marla et finit avec elle en fin de film, c'est précisément parce qu'il a su se séparer de Tyler et des versants les plus extrémistes de son idéologie. Mais là encore, le film ne fait que poser des questions, intéressantes au demeurant, sans donner de réponse, comme ici. Can't get married. I'm a 30-year-old boy. We're a generation of men raised by women. I'm wondering if another woman is really the answer we need. Là, c'est assez clair. Tyler et le narrateur remettent en question l'idée largement véhiculée par la culture populaire, les séries TV et les Disney parmi tant d'exemples qui me viennent à l'esprit, selon laquelle le couple et la famille seraient des clés infaillibles pour vivre dans la béatitude la plus parfaite. La vision du couple portée par le film est d'ailleurs assez noire. Le père du narrateur l'a abandonné lui et sa mère quand il avait 6 ans, et les personnages dont on connaît la situation familiale sont soit esseulés, soit divorcés. Et là, chers amis, impossible de ne pas faire un retour rapide sur David Fincher, le réalisateur de Fight Club, parce que l'échec programmé du couple et de la relation homme-femme a toujours imprégné sa filmographie. Alors, David Fincher, c'est un réalisateur américain né en 1962. Ses films portent la marque d'une recherche visuelle extrêmement élaborée, une photographie sombre, des environnements sales et urbains très réalistes, un montage sophistiqué et rythmé en parfaite symbiose avec les compositions musicales utilisées, et des plans numérisés particulièrement ambitieux. Et tout cela au service de thématiques tournant autour de l'aliénation de l'individu par un ensemble de valeurs et de hiérarchies portées par la société, et plus spécifiquement les médias et la publicité. Pour en revenir à la vision des rapports masculins-féminins plutôt pessimistes de Fincher, il suffit de passer en revue sa filmographie. Dans les autres films du réalisateur, le couple est soit un échec cuisant, car construit sur le mensonge et l'illusion du grand amour vendu par la culture mainstream, comme dans Gone Girl et plus allusivement dans Panic Room, soit voué à ne pas perdurer, car le personnage principal, souvent masculin chez Fincher, fera toujours passer ses propres obsessions et désirs, qu'ils soient intellectuels, spirituels ou physiques, avant le bien-être de sa compagne. Et là, c'est le cas dans Fight Club, The Social Network et même dans Millennium. Il est important de comprendre Fight Club comme un film qui revendique sa propre artificialité. Cette démarche est visible à travers le personnage de Tyler Durden, qui porte à lui tout seul le discours contestataire de l'œuvre. Or, on sait que Tyler n'est qu'une illusion, un double que le narrateur s'est créé pour oser assumer ses convictions. Ça ne veut pas dire que la totalité de l'idéologie de Tyler est absurde et qu'il faut entièrement la rejeter, mais ça signifie bien que, quand ce discours s'extrémise, il devient dangereux et en décalage avec notre réalité, ce qui amènera d'ailleurs le narrateur à se séparer de son double. Il est par ailleurs assez amusant de constater que Tyler, qui passe son temps à dénoncer la fausseté de la société de l'image et ses faux semblants, ressemble lui-même à un mannequin de publicité Calvin Klein ou à un acteur qui se serait réservé les meilleures répliques d'un film. Il est beau comme un dieu, bodybuildé, son charisme éclipse celui de tous les autres personnages, et c'est une véritable usine à punchline. Things you own end up owning you. Gentlemen, welcome to Fight Club. Without pain, without sacrifice, we would have nothing. Shut up. Our fathers were our models for God. If our fathers bailed, what does that tell you about God? You are not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You're the all-singing, all-dancing crap of the world. La supériorité évidente de Tyler est aussi illustrée par la mise en scène, où il est souvent filmé en contre-plongée, comme une figure d'autorité supérieure. D'ailleurs, Tyler finit par expliquer lui-même en fin de film ce qu'il est au narrateur, à savoir un surhomme issu de ses fantasmes, qui ose et fait tout ce que le narrateur, lui, n'ose pas. Et comme David Fincher est un cinéaste très visuel, sa réalisation s'attache à nous rappeler qu'il faut considérer Fight Club pour ce qu'il est, un film, et pas un manuel de contre-idéologie. L'œuvre n'hésite pas à recourir aux plans séquences numériques, pour nous rappeler que le cinéma n'est que l'art de l'illusion après tout, et les deux personnages principaux s'adressent fréquemment au spectateur en brisant le quatrième mur. Certaines scènes comme celle du climax sont une composition trop élaborée et esthétisée pour faire tout à fait vrai. Et puisque les plans séquences sont souvent une merveille dans ce film, je ne peux m'empêcher de penser que celui-ci puisse avoir une grosse inspiration scorsésienne, avec sa composition hyper stylisée qui dévoile un environnement viril, sale, enfumé et définitivement rock'n'roll. Pour en revenir aux thématiques fétiches de Fincher, notez enfin que Fight Club fait la part belle aux environnements urbains très resserrés qui illustrent le cloisonnement de l'homme dans son quotidien. Man, I see in Fight Club the strongest and smartest men who've ever lived. I see all this potential, and I see it squandered. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, for slaves with white collars. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression.
Our Great War is a spiritual war. Our Great Depression is our lives. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. We're slowly learning that fact. Alors si je vous ai passé cet extrait, c'est parce qu'il résume globalement ce que le film symbolise. Schématiquement, la génération exposée à Fight Club, en gros les 20-40 ans d'aujourd'hui, n'a pas eu de grande figure idéologique exemplaire vers laquelle se tourner. Ni Gandhi, ni Martin Luther King, ni Nelson Mandela, ni même de Charles de Gaulle. Des hommes du passé qui, s'ils ont sans aucun doute contribué à l'établissement d'une société plus juste, ont aussi en un sens échoué. Les illusions égalitaristes se sont effondrées, et le vivre ensemble et le brassage des classes sociales dans un espace commun est un échec évident dans toutes les sociétés occidentales. Fight Club est donc une œuvre noire et désabusée, un peu à l'image de son audience. Le film met en évidence l'émergence d'une nouvelle pseudo-idéologie qu'on essaierait pernicieusement de nous imposer, celle de l'hyperconsommation et de l'apparence, qui nous aurait suffisamment bien lavé le cerveau pour nous faire croire que les fantasmes véhiculés par la pub et l'image retranscriraient notre réalité. Fight Club nous incite donc à prendre conscience de ces déviances, mais sans avoir la prétention de pouvoir nous donner la solution miracle pour les combattre, qui ne sera de toute façon qu'illusoire et dangereuse, à l'image du personnage de Tyler Durden lui-même. Voilà pourquoi Fight Club est un film culte. Alors on y est, c'est la fin du voyage. Il est temps de quitter notre cher narrateur, Tyler Durden, et les sous-sols du Fight Club.